Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Eric Fournier de la société GuideGuardian. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors Eric, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors, je m'appelle Eric Fournier et je suis CTO et cofondateur de GuideGuardian. Alors, quelles sont les problématiques que vous adressez ? Alors, pour la petite histoire, GuideGuardian à l'origine, c'est un side project avec mon associé Jérémy Thomas. On a commencé par faire une boîte de conseil. On faisait très classiquement des missions en data science. On est tous les deux ingénieurs de formation et data scientists. Pour moi, j'ai fait un peu de software développement aux États-Unis avant et un peu depuis toujours. Et on avait un petit side project qui consistait à scraper GitHub et à essayer un peu de trouver au début, on essayait de trouver des clés AWS, des clés Slack, parce que en gros on essayait de faire un peu un projet. On en avait un peu le conseil, bon c'est sympa, mais c'est toujours compliqué de voir l'évolution d'un produit. On crée quelque chose et finalement on donne à un client, et on voulait vraiment créer un produit qui apporte quelque chose aux gens. Et donc on était parti sur ce petit projet de scraper GitHub, de trouver quelques clés et d'envoyer un email aux gens qui mettaient leurs clés sur GitHub. Moi j'avais pas mal vu ce problème en tant que data scientist où les gens devaient maîtriser plein de technos, devaient savoir coder, faire de la data science et finalement n'avaient pas les connaissances de sécu minimales et allaient mettre leurs clés AWS qui leur servaient à créer des clusters de données sur leur repo. Et en fait, on est très vite arrivé à trouver un problème beaucoup plus même profond que ce qu'on pensait, parce que même à l'époque, avec notre petit MVP, on trouvait 200-300 clés par jour sur tout GitHub. Et à ce moment-là, c'est là qu'on s'est dit, effectivement, il y a un problème qui est non résolu. C'est qu'il y a des secrets qui donnent accès. AWS, c'est pour avoir accès à de l'infrastructure cloud, donc des serveurs. Slack, c'était des clés Slack admin qui donnaient accès à tous les messages et toutes les pièces jointes. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que c'était pas juste des données de développeurs sur leur projet perso, mais c'était données de grosses boîtes. Donc on a comme ça trouvé le Slack admin de grosses boîtes américaines du Fortune 500, pareil sur le cloud. Et donc on s'est dit qu'il y avait un problème ici qui était non résolu, qui était le fait que ce qu'on appelle plus généralement, pour contextualiser, ce qu'on appelle le secret sprawl, c'est le fait que les secrets se trouvent disséminés en fait dans pas mal de sources de données. Donc il y a le code source, ça peut être sur des serveurs, ça peut être dans les logs de CI/CD, ça peut être les gens qui les échangent sur Slack. Et donc de là, on est parti à se dire ok, on va essayer de construire un produit pour aider justement les développeurs à pas mettre de secrets dans le code source. Donc de se lancer un peu dans créer des outils pour sécuriser le code en se spécialisant sur une verticale qui était non adressée, non résolue, qui détectait les secrets dans le code source. Pardon, question, les secrets, c'est login password, on est bien d'accord ? Alors, donc les secrets, ça peut être plein de choses. Donc, on en distingue plusieurs catégories. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est clé d'API. Donc, en fait, la différence entre un login password et une clé d'API, c'est que historiquement, tout le monde se connecte effectivement, sur son Gmail, sur ses comptes avec un email et un password. Je parle pour le perso. Dans les boîtes, maintenant, il y a tout ce qui est SSO et tout, mais je parle pour les individuels personnels. Mais ces dernières années, avec toute la révolution du cloud, des microservices, en fait, on a besoin que des machines puissent parler à d'autres machines ou des serveurs puissent parler à des SaaS. Et donc, en fait, il y a ce qu'on appelle des clés d'API ou des tokens ou des jetons. Enfin, c'est plein de dénominations qui permettent justement à grosso modo deux machines ou deux services de communiquer.
Et donc, nous, c'est ce qu'on essaie de détecter. Donc, tu as les fameuses clés d'API, il y a ces clés de base de données qui sont très importantes, tout ce qui est aujourd'hui clé pour accéder à, je sais pas, des bases de données Postgre, MySQL, des clusters élastiques, des caches Redis. Il y a tout ce qui est aussi clé privée, qui permet, donc là, on est en plus classique, clé privée pour faire du chiffrement ou des connexions SSH. Et après, il y a tout ce qui est un peu clé interne, donc tout ce qui est microservices internes, qui est un peu différent. Donc, c'est là des entreprises qui vont développer leurs propres services avec leurs propres jetons. Voilà un peu l'univers de tout ce qu'on essaie de détecter. Ouais. La grosse différence aussi, c'est que avec un login mot de passe et ou MFA, donc authentification forte, tu peux créer ou révoquer des clés d'API, alors que l'inverse, tu ne peux pas. Et puis en plus, tu peux restreindre les clés d'API à des sous-ensembles, des environnements, etc. En gros, la clé d'API, c'est admin et login mot de passe et ou MFA, c'est super admin, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors bon, après, il y a plein de subtilités. Pour donner un exemple, nous, on a plus de 200 ce qu'on appelle détecteurs, donc en fait des petits algorithmes qui servent à détecter certains types de clés, dont beaucoup de providers d'API, que ce soit des API pour envoyer des mails comme Mailgun, SendGrid, des cloud providers comme Google Cloud, AWS, Azure, OVH. Ça peut être des services de paiement, PayPal, Stripe, toutes ces applications. En fait, on voit un peu tout. Il y a des gens qui font ça très bien avec des scopes, des permissions, des whitelists d'IP. Il y a des autres qui font des clés où on peut créer qu'une clé d'API. Pour la révo, qu'il faut appeler le support. Donc, quand on lit ce genre de clé en public, c'est toujours un peu compliqué, quoi. En fait, c'est un peu je dirais, il y a vraiment de tout, et ça dépend effectivement de la qualité du provider d'API. La sécurité de ce type de clé dépend beaucoup du provider d'API. Et pourquoi ces secrets se retrouvent dans le code? C'est de la négligence? C'est un manque de connaissances? Alors, c'est une très bonne question. Je dirais que c'est une combinaison de plusieurs choses. Alors déjà, je pense qu'il y a un constat qui est assez clair dans le monde du développement. En tant que développeur, on a de plus en plus de technologies à maîtriser. Il y a le back-end, le front-end. Il y a eu ces dernières années Docker. Maintenant, il y a l'infrastructure as code avec Kubernetes, Terraform. Il y a de plus en plus de technos. Pareil pour la sécurité, il faut savoir maîtriser les concepts de base. De plus en plus de technos, de plus en plus de demandes. Donc, on n'a pas forcément le temps de former les gens. Donc, forcément, il y a une montée en connaissance sur la sécu qui n'est pas forcément faite. Donc, je dirais qu'il y a une part qui est de l'ignorance. Et après, je dirais que ça arrive. Nous, on fait un peu les stats. On essaye de voir effectivement si même les très bons devs, en faisant des petits proxys est-ce que le dev il a plein de stars sur GitHub ou plein d'années d'expérience, est-ce que les devs seniors lisent plus que les devs juniors? Alors c'est pas vrai, mais en fait il y a aussi tout simplement l'erreur humaine. L'erreur est humaine, c'est-à-dire que même quelqu'un de très bon, à un moment il va un peu prototyper, il va mettre une clé, et il va penser qu'il l'a enlevé, et en fait il va faire un git add point, ou alors il va faire un git add point et ajouter son point. En fait, donc il y a un mix de gens qui arrivent dans le milieu du développement et qui savent pas du tout que ce qu'ils font en fait c'est pas la bonne manière, et une partie qui est une erreur plus de l'erreur humaine où en fait j'ai pas fait attention et j'ai mis des secrets dans mon code. Donc c'est vraiment un mix de ces deux choses-là. Alors quand on parle de ces problématiques que vous adressez justement, est-ce qu'il y a des concepts clés qui sont intéressants? Ouais, alors il y a pas mal. Bon, il y a effectivement donc je dirais le premier concept clé c'est Git, qui est effectivement un protocole qui est à la fois simple et compliqué, je dirais, qui fait que c'est un peu pour rebondir un peu ce que je disais avant. Beaucoup de devs trouvent que Git c'est compliqué, ou alors ça c'est un grand débat. Est-ce que c'est un peu compliqué? Mais je dirais que le premier concept à comprendre c'est que donc il y a les erreurs qui sont faites sur Git, et en fait quand on versionne quand on commit un secret et qu'on s'en aperçoit pas et qu'il se retrouve un peu enterré dans l'historique des commits, ça devient très dur. Là il faut commencer à être un peu un gourou de Git pour arriver à réécrire l'historique. Et donc nous ça nous arrange un peu parce que c'est il y a toute une éducation à faire pour ça. Nous on fait quelque chose qu'on fait beaucoup, d'essayer de scanner vraiment toutes les branches d'un repository Git et d'essayer de trouver tous les secrets
enterré dans l'historique. Tu veux dire que Donc, Git, c'est un peu comme une blockchain, c'est très difficile de réécrire l'histoire? Alors ouais, c'est vraiment c'est très dur. Alors l'analogie est assez bonne hein, je prends un petit exemple pour en fait un software vendor. Même pour lui, en fait, une fois qu'il a leaké un secret à un moment T, s'il package enfin, je prends l'exemple, hein, il leak un secret, il push sur master. Sur master, il y a une étape de build hein, qui se fait pour packager du code, pour je sais pas créer un binaire ou un package et qui est après distribué à des clients. En fait, même s'ils corrigent un mois plus tard, en fait, les clients ont reçu une certaine version de ce package qui contiendra un secret et donc potentiellement qui contiendra une vulnérabilité pour qu'un hacker puisse profiter de ça et pénétrer sans doute un système interne. Donc en fait, c'est très dur le mal est difficile à rattraper dans certains cas. Et donc effectivement, on retrouve un peu ce concept. Je dirais pas que c'est tous les concepts de blockchain, mais effectivement que ça se dissémine et que c'est très dur en fait de résoudre l'incident. Et alors ta solution, elle se positionne en amont de la sécurité de la chaîne de développement, c'est ça? Alors voilà. Tout à l'heure on parlait de SAST, de SAST, donc c'est Static Application Security Testing. Alors voilà, là je vais essayer de donner un exemple très concret. C'est quelque chose qu'on défend beaucoup. C'est effectivement de manière générale. Donc nous on fait de la détection de secrets, mais c'est assez commun, je dirais, pour tout ce qui est outils de sécurité appliqués au développement, hein, que ce soit détecter des vulnérabilités dans les dépendances, essayer de faire du SAST, un peu plus classique hein, pour trouver des injections SQL, des librairies crypto qui sont pas à jour. Après, il y a un peu l'émergence aussi de tout ce qui est infrastructure as code scanning, donc d'essayer de scanner ces fichiers qui créent l'infrastructure cloud pour détecter des vulnérabilités le plus tôt possible. En fait, pour tous ces outils-là, ce qu'on cherche, c'est vraiment d'être présent à toutes les étapes de la chaîne de production de code, ou SDLC en anglais, hein, qui veut dire Software Development Lifecycle. Et donc, en fait, l'idée, c'est en fait, il faut être capable de créer un outil qui permet de résoudre ces vulnérabilités pour différents types de publics. Donc, je prends un exemple. Dans la chaîne idéale, par exemple, sur nous ce qu'on fait, la détection de secrets, il faudrait qu'il y ait un plugin dans l'IDE ou un pré-commit hein, sur Git qui te dise dès que tu veux committer, te dise attention, là, tu as committé un secret. Il faudrait que tu aies un check dans la CI, donc dans ton pipeline d'intégration continue, ou en highlightant donc tes merge requests et tes pull requests pour une équipe en disant attention, là, dans le changement de code que tu me proposes, il y a un secret. Et le dernier, je dirais, layer of defense, c'est pour la team de sécu qui va monitorer plusieurs VCS ou d'autres sources de données, je sais pas, qui manage un version de control system comme GitHub avec 1000 développeurs, pouvoir être capable de, en temps réel, appliquer ce scanning sur tous les commits qui passent, plus d'être capable de scanner l'historique. En fait, il faut le faire à toutes les étapes parce que c'est impossible, par exemple, pour une grosse boîte de forcer leurs développeurs à utiliser des pré-commits. Donc, il y aura peut-être que 60, peut-être 50, 60% des développeurs qui l'installeront. Pareil au niveau des équipes, il y aura des trous à un moment. Tout le monde pourra, toutes les engineering managers ou les développeurs installeront pas Git Guardian dans leur check de CI. Et donc, en fait, on met un peu un filet à chaque étape pour catcher une partie, ce qui évite après aux équipes sécu d'avoir plein d'alertes à résoudre. Et donc, nous, c'est vraiment la philosophie qu'on essaie de pousser. C'est qu'il ne suffit pas d'un check à un endroit, il faut les check à tous les endroits et en fait, de pouvoir catcher successivement les erreurs. Donc ça s'applique pas juste à la détection de secrets, mais un peu au DevSecOps et à ces outils-là en général. Parce que j'avais une question un peu naïve par rapport à ce que vous faites, mais tu y as partiellement répondu. C'est en fait, quelle est la différence finalement entre votre solution et tous les outils existants open source et gratuits comme GitLeaks, GitHub Docs, SSH Git ou encore maintenant tu as AWS qui fournit Git Secrets ou même tu as les scans de sécurité maintenant directement intégrés dans GitHub qui surveillent les feeds de secrets. Et en fait tout ça, ça peut s'intégrer et s'automatiser directement dans le pipeline CI/CD, enfin l'usine logicielle pour Johan, pour la traduction française. Et donc quelle est la différence finalement entre votre solution et toutes ces solutions déjà existantes Ouais, alors c'est une super question hein,
qu'on a assez souvent. Donc les premiers à avoir fait ça, en vrai, hein, dans tout ce que tu as dit, c'est GitSecret, hein. Amazon sont les premiers à avoir sorti en fait. Donc c'est un Githook hein, à l'époque, hein, enfin un pré-commit en fait. C'était un Githook qu'ils ont sorti en 2014-2015. Pour une raison très simple, c'est que nous on a commencé en 2016-2017. Enfin on a commencé la regarder en 2016-2017. Il y avait toujours des clés AWS. Il y en avait plein sur GitHub. GitHub n'avait pas commencé à monitorer ses propres clés. On trouvait 80 à 100 clés par jour. Et en fait, il y a un vrai impact. Hein, pour donner un exemple, sur des clés, si je prends, toutes les clés sont par route, hein, mais je prends des clés admin ou route AWS. En fait, un attaquant, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Un attaquant gentil hein, en plus. Il va dans chaque région Amazon, il va spawn le max d'instances, c'est 20. Par défaut pour un compte. À l'époque, il y avait 10-12 régions. Ça fait 220 instances qui sont spawn d'un coup. En fait, on comprend très bien pourquoi Amazon a fait le truc, parce que avoir 100 fois des pics de 200 instances qui sont spawnées tout le temps, c'est un peu relou. Et ça coûte de l'argent surtout. Parce qu'en fait, en plus, à l'époque, Amazon remboursait les mecs qui se faisaient hacker leurs clés et qui avaient une super facture de 5 ou 10 000 balles. Amazon jouait un peu chevalier blanc. Il a fait un peu de marketing là-dessus. En vrai, lui, ça lui coûte rien parce que il overprice tout le monde et il a des marges infernales ou d'enfer. Enfin bref. Mais donc, pour répondre un peu à la question, en fait, le problème de pourquoi on a lancé ça, en fait, ça suffit pas. L'idée, c'est que un projet open source, un GitLeaks, c'est ce que il peut. Déjà, c'est un tool open source, donc c'est très dur d'avoir une vision enterprise level. Et en fait, il faut vraiment. L'idée, c'est que tu dois vraiment être constamment à jour avec les nouveaux secrets. Tu dois constamment monitorer ton recall, c'est-à-dire ta capacité à trouver des secrets parmi le pourcentage de vrais secrets que tu trouves parmi l'ensemble des secrets, et ta précision qui est effectivement le fait de trouver des vrais secrets et de pas faire d'erreurs. Et donc c'est vraiment ça qu'on essaie d'apporter, c'est une vision entreprise à ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a créé la boîte, c'est vraiment d'avoir une vision très donnée, très donnée sur le problème, où à chaque fois qu'on essaye de réaliser un nouveau détecteur, en fait, on l'a fait tourner sur des centaines de millions, voire des milliards de commits. On sait exactement le nombre de secrets que ça ramène. On mesure la précision à la fois en interne et en demandant après au feedback des développeurs de notre application. On sait le temps de scanning. En fait, c'est le problème de ces outils open source, c'est que c'est toujours le même trade-off de sécurité, c'est que le recall, tu sais pas, tu sais jamais combien de vrais secrets tu trouves, et en fait la précision est un peu pourrie, donc tu as une tonne d'alertes et plus personne gère les alertes. Donc, en fait, pour la vision réelle, c'est que en fait ça résout pas le problème en fait, ça, et nous c'est très bien pour nous parce qu'en fait ça crée de l'awareness où généralement tous nos clients ont essayé de booter un GitLeaks, un Trufflelog, et en fait ils disent alors c'est cool, on a vu qu'on a un problème parce que ça trouve une tonne de clés, et maintenant on aimerait essayer de résoudre le problème, et donc d'avoir des alertes précises, que vous puissiez nous aider sur la remédiation, qu'on puisse vraiment savoir monitorer à toutes les étapes, et vraiment d'avoir une solution entreprise. C'est ça, je dirais, qu'on propose le plus, c'est la solution entreprise, éduquer les développeurs et essayer de résoudre le problème dans le fond, quoi. C'est ça, pour résoudre vraiment le problème, il faut juste former les développeurs. Les envoyer en formation chez Hervé. Ouais, alors ça, oui et non, parce que, déjà, il y a l'historique. C'est-à-dire que quand tu as une boîte qui a 15 ans ou 20 ans de code, à partir d'un moment T, nous, c'est un peu notre constat, en fait. Pas mal de clients, on va trouver énormément de secrets, et il faut remédier l'historique. C'est un travail qui est colossal, que même nous, on n'avait pas, même pas imaginé. Il y a 15 ans, on n'avait pas besoin de mettre de secrets dans le code. Et puis il n'y avait pas trop de clés d'API, mais tu avais des mots de passe en dur dans le code source. Ouais, oui, mais quand je dis clé d'API, je fais mot de passe, on fait aussi la détection de mot de passe. Je parle de secret, effectivement. Ou des clés RSA privées. Des clés RSA, il y en a plein. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on les caractérise, ces secrets? Comment est-ce qu'on les trouve? Est-ce que ce sont des regex? Comment est-ce qu'on fait? Ouais, alors ça c'est un peu j'aime pas parler de secret sauce parce que j'y crois pas trop.
à ces histoires-là. Donc effectivement, hein, nous on a des algos un peu, je dirais, double, où la première étape c'est un mix regex entropie, et derrière on a ce qu'on appelle une post-validation, où là on met des algos plus intelligents, à la fois propriétaires, un peu basés sur des stats et du machine learning, surtout en fait sur les données qu'on a créées. Je peux donner des exemples de filtres qui marchent très bien. Un truc qui est hyper important que aucun outil open source fait et peut faire, c'est détecter les clés exemples. Parce que ça, c'est un vrai souci, c'est qu'effectivement, il y a plein de clés qui sont des placeholders de projets open source, des clés exemples. Et en fait, nous, vu qu'on a tout le code source, on a un meilleur du GitHub, on est capable de computer une fréquence pour chaque, je dirais, string à haute entropie, et en déduire que effectivement cette clé-là, elle apparaît énormément de fois. En fait, le fait qu'elle apparaisse plein de fois sur plein de projets fait que c'est plus un secret, puisqu'en fait la définition d'un secret, c'est qu'il est unique. Enfin, il est censé être unique, et donc on peut exclure ce genre de choses. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est là où on est vraiment meilleur que les autres. C'est sur la précision, essayer de réaliser le moins de fausses alertes. On fait aussi pas mal de ce qu'on appelle des checkers. C'est que pour des clés d'API, on essaye de checker, d'avoir des checks de validité minimaux. Est-ce que en fait cette clé elle marche, à quoi elle donne accès, quand c'est possible. Hein. Dans plein de cas c'est pas possible, hein, mais quand c'est possible. Et voilà, et on essaye d'avoir un gros recall, c'est-à-dire dès qu'il y a une nouvelle API, dès qu'il y a un nouveau système d'authentification. Par exemple, je peux citer des exemples sur Cube. En fait, Cube crée vraiment tout un nouveau secteur de vulnérabilité, quoi. Enfin, il faut remonitorer les cube tokens, les machins. Enfin, je donne des exemples un peu comme ça, mais c'est un domaine où il faut rester à jour. Voilà. Pour donner quelques. Et comment est-ce qu'on fait pour utiliser votre solution? On configure un compte? Alors aujourd'hui, ouais, on a une web app. Hein, c'est gratuit pour les développeurs et les petites équipes en dessous de 25. Donc on peut sign up, hein, c'est dashboard.gitguardian.com, hein, on peut sign up avec GitHub, et là on essaye de proposer toutes les solutions. Donc il y a une API pour les développeurs s'ils veulent configurer un pré-commit ou faire une GitHub Action. Enfin, on est intégré un peu avec toutes les CI, tous ces trucs-là. Et après il y a une solution vraiment plus pour l'AppSec, où on s'intègre avec tous les repos. On va poser des webhooks, on peut scanner l'historique, voilà. Et là, effectivement, on essaye de s'étendre un peu sur d'autres domaines, dans deux directions. C'est d'un côté, c'est de scanner plus de sources de données. Donc, effectivement, des secrets, il n'y en a pas que dans GitHub, GitLab, Bitbucket. Il va y en avoir dans les registries Docker, il peut y en avoir dans les logs, il peut y en avoir dans les Slack. Enfin, il y en a un peu partout. Donc, c'est un peu pour nous monitorer plus de sources de données. Et après, c'est vraiment s'étendre une fois qu'on a construit vraiment notre produit sur notre verticale, hein, parce que la détection de secrets, faut être honnête, c'est un sous-ensemble parmi tous les outils de sécurité pour les développeurs, de s'étendre sur d'autres secteurs comme le scan d'infrastructure, le fichier d'infrastructure as code, scanner les fichiers Terraform ou Cube pour trouver des vulnérabilités dans les dépendances, qui est vraiment la vision qu'on a depuis le début, parce que la beauté de faire la détection de secrets, c'est qu'il faut scanner tout le code source. Donc il faut développer toute la partie, je dirais, toute la plomberie pour être capable de récupérer ce code-là à plein d'endroits, de plein de façons. Et après, en fait, finalement, c'est d'appliquer ce qu'on appelle nous on appelle ça des policies, mais finalement des algorithmes ou des checks de sécurité sur ce code-là. Donc effectivement, la grande vision, c'est une fois qu'on a construit la plateforme, rajouter de l'intelligence dans le moteur. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Enfin, le plus compliqué, c'est de construire finalement la marque, le fait que les gens aiment bien l'utiliser, de pouvoir le distribuer facilement, que ce soit utilisable facilement. Enfin, c'est vraiment ça, notre vision long terme, de construire un peu le futur géant finalement de l'outillage pour sécuriser le code source et les développeurs. Marc-Antoine, tu voulais réagir? Oui, quand votre service logiciel va détecter des secrets, ok, et que le client, donc, qui se trouve découvrir qu'il a des secrets exposés dans son code source, j'ai tout compris jusque-là? Ouais. Qu'est-ce qui se passe si le client y fait rien? Parce que vous, du coup,
vous êtes informé qu'il y a des secrets, Oui. des secrets qui ne devraient pas être exposés. Le client ne fait rien. Bah justement, et même c'est effectivement c'est une très très bonne question hein, auquel on a été confronté dans un volume. Hein, c'est un peu ce que je disais au début, c'est que même nous, en fait, pour être sur la petite histoire, donc on est très bon sur les secrets sur le public, parce que tous les repos publics de GitHub, c'est une source de données incroyable. Hein. GitHub, il y a bon maintenant je crois qu'ils sont à 55 millions d'utilisateurs, plus de 100 millions de repositories. C'est des pétabytes de données, donc nous, on peut savoir exactement un peu des statistiques. Je prends 2000 repos, je les scanne, voilà combien je trouve à peu près de secrets. Et la vérité, c'est qu'il y a un petit biais, c'est que dans le code privé, bah, c'est pas pareil, parce qu'il y a beaucoup plus de secrets, parce que les gens font quand même encore moins attention. Et après, il y a aussi des biais où il y a des mecs qui volontairement mettent des secrets dans des repos Git pour gérer un peu leur CI et tout. Mais effectivement, le point, c'est que, en fait, j'ai envie de dire, c'est que si nous, on détecte des secrets et le client fait rien, on n'apporte pas de valeur au client. Enfin, la proposition de valeur, elle est nulle. Et c'est aussi un peu ce point-là où c'est pour ça qu'il faut faire un produit enterprise et qu'il faut proposer du support, des techniques de remédiation. En fait, le vrai combat, il commence à la remédiation. C'est OK, j'ai scanné 5000 repos, j'ai trouvé 3000 secrets. Qu'est-ce qu'on fait? On priorise, ok, on va prendre les secrets les plus graves, on va commencer, alors on va voir est-ce qu'on peut les révoquer, parce que je prends une clé AWS de prod, je la révoque, mais en fait c'est la clé de prod, donc il y a toutes les apps qui s'effondrent. Enfin en fait, voilà, le combat commence un peu ici, et c'est aussi notre rôle de faire ça. Et c'est, je dirais, un peu, je dirais, la malédiction, le problème de tous les SAST, mais qui est moins exacerbé chez nous, qui est encore plus exacerbé chez les autres, c'est qu'en fait, l'avantage chez nous, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté, en fait. Quand je détecte un secret, bon, il y a quelques cas où on peut dire, tu as le droit de mettre un secret. Alors, c'est des tests, des secrets synthétiques ou des trucs comme ça, mais c'est des trucs qu'on peut identifier et qui sont minoritaires. Mais on n'a pas d'ambiguïté sur, effectivement, c'est un problème et tu dois le résoudre. Mais après, il y a un vrai enjeu de, OK, ça va prendre du temps. Et comment on le fait? C'est quoi le programme? Comment on priorise? Et c'est super intéressant, en fait. Même, on a pas mal de boîtes qui disent, OK, on va mettre du temps à résoudre ça. On va déjà essayer de sécuriser le temps réel en disant, OK, on va foutre des pré-commits, des pré-receives, des trucs dans la CI pour que déjà on n'en ajoute pas encore plus. Et progressivement, on va enlever de l'historique. C'est un peu ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est en vrai ce qu'il y a sur tous les dev tools de sécu. Hein. Je prends des vulnérabilités dans les dépendances. Des mecs comme Snyk ou iSource qui font ça, où ça a très bien marché. Des boîtes qui sont enfin, Snyk, c'est une licorne. Maintenant, je trouve que ça vaut 5 milliards. On commençait sur vulnérabilité dans les dépendances. Sur un grand groupe, tu scannes, t'as des dizaines de milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de vulnérabilités dans tes dépendances et tu sais pas par quoi commencer. Et encore, le problème, là, c'est que c'est un débat. C'est que des fois, tu peux dire, ouais, mais cette vulnérabilité, je suis pas affecté parce que moi, j'ai un firewall, parce qu'en fait, j'utilise pas le composant vulnérable. Donc, c'est effectivement le gros enjeu pour une grosse boîte en cyber. C'est non seulement trouve-moi des alertes, fais-moi des alertes pertinentes, et en plus, aide-moi à les résoudre. Oui, parce que c'est un peu ce que j'allais rétorquer à Vlad tout à l'heure, mais en fait, quand on en est à détecter le secret, c'est trop tard. Ce qu'il faut proposer aux développeurs, c'est des solutions. Enfin, je sais pas, du HashiCorp Vault, du Git Secrets ou des choses comme ça. Alors ça marche pour un certain nombre de secrets, des clés d'API, des choses comme ça. Après, il y a d'autres types de secrets qui peuvent être plus compliqués à sécuriser, typiquement les clés privées qui servent à signer du logiciel, parce que à un moment, si ton pipeline de CI/CD il délivre du logiciel signé, ça veut dire qu'il a accès à la clé. Enfin, voilà, en fait, détecter les secrets, j'allais dire, je ne vais pas dire que c'est la partie la plus simple, même si GitHub a changé son format de token pour les rendre très facilement détectables, mais proposer des solutions aux développeurs qui marchent dans tous les langages pour gérer des secrets qui sont aussi bien des clés PGP que des clés de signature, que des tokens d'API, que des mots de passe d'accès à des bases de données, c'est pas toujours évident, quoi. Est-ce que vous aidez un petit peu les clients dans ces cas-là? Enfin, vous avez des choses à conseiller ou... Ouais, alors c'est super intéressant ce que tu dis sur Vault. On avait parfois même pour la petite histoire sur GitGuardian, on s'est dit bon, est-ce qu'on essaye au début de la boîte, c'est dit ok,
est-ce qu'on fait la détection de secret et peut-être on essaye de faire un vault en plus simple. Et on s'est dit, bon, ils sont quand même bons à HashiCorp, on va rester sur le DevSecOps et on s'élargira sur d'autres solutions. La vérité est plus, je dirais, Vault en fait résout pas tous les use cases, effectivement. Il résout le use case des clés de prod, mais malheureusement, en fait, personne n'utilisera un Vault pour des clés de dev. Et en fait, la barrière entre les clés de dev et les clés de prod, elle est très, très fine. Hein. Je peux donner un exemple, surtout sur les SaaS et les API. Hein. Je peux, sur un SendGrid, par exemple, en fait, le dev donc, est une API d'envoi de mails, hein, que quasiment aujourd'hui toute boîte va avoir une API pour envoyer des mails. En fait, la clé de dev et la clé de prod, ça peut être la même, en fait. Et donc, même en mettant un Vault, le problème n'est pas effectivement résolu, même si hein, ça résout une grosse partie des problèmes sur les clés de prod. Donc, il y a la partie effectivement éducation du dev, où ce qu'on essaye de faire, de dire, bon, on va te mettre des checks en pré-commit dans ton IDE pour te dire, OK, mais pas de secret. Effectivement, hein, le combat, il est là. Après, je pense qu'il sera assez long à gérer ça. Effectivement, hein, notre objectif, c'est vraiment de faire le plus de vulnérabilités qu'on peut automatiser. Hein. La détection de secrets, c'est un moyen d'entrer dans ce milieu-là de manière effectivement pragmatique mais qui est pas du tout négligeable. Hein. Aujourd'hui, le problème est pas du tout résolu. Hein. Les gens qui ont un Vault en production, il y en a pas beaucoup hein, qui utilisent. Même nous, on utilise Vault, hein, je le sais. Hein, et c'est pas évident, quoi. En fait, on a quand même qui sont fournis avec Amazon, avec Azure. T'as plein de systèmes, même avec Office 365 et Graph API, où tu peux te passer totalement de secrets et enchaîner des différentes actions juste avec des habilitations. Ah non, mais je dis pas que ça marche pas, hein, mais je dis que l'utilisation aujourd'hui, elle est pas. C'est un peu comme le serverless pour moi, c'est que c'est beau, mais tout le monde le fait pas, quoi. C'est un peu ça et je sais pas si un jour tout le monde le fera. C'est effectivement, je pense qu'un développeur, il voudra toujours tester son truc en local et que ça le rassure d'avoir son secret un peu près de lui, bien au chaud sur sa machine. Je caricature un peu, hein, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Peut-être dans 5-10 ans, ça changera, hein, mais pas avant. Enfin, l'horizon de temps, on est vraiment sur ce genre d'horizon de temps, selon moi. Hein. Mais au-delà de ça, c'est plus facile de concevoir des solutions de bout en bout. Alors, tu parlais de Cubes, je suppose que tu parles de Kubernetes. Si tu es sur la plateforme Google, par exemple, tu peux avoir Binary Authorization sur Kubernetes, donc tu vas avoir des workloads qui ont une identité et du coup déployer des secrets que pour des comptes de service dont tu es sûr qu'il n'y a que des workloads dans Kubernetes qui vont s'en servir, donc tu n'as plus d'accès humain aux secrets, etc. Mais si tu veux faire une solution générique dans le monde open source qui est multi-cloud, par exemple, là, ça devient très compliqué. Ouais, non, mais ça, tu as tout à fait raison. Hein. Je pense que c'est possible en fait de le faire sur un use case spécifique et généralement, nous, pour être honnête, on trouve beaucoup de secrets qui sont pas en fait là que les ops, en fait, bon, déjà, il y a la frontière, ops, après DevOps, toutes ces choses-là. Bon, moi, je crois pas énormément au dev qui est capable de booter un cluster Kubernetes et de gérer en plus ces choses-là. Hein. C'est aussi ce que je présentais au début. À un moment, on peut pas maîtriser toutes les technos. C'est humainement pas possible. Mais effectivement, nous, on voit énormément des secrets qu'on trouve. Ça peut être un département QA, qui va faire un petit script pour, je sais pas moi, tester, faire des stats sur GitHub et il va mettre le GitHub token. Et en fait, en mettant le GitHub token, les gens peuvent accéder au repo. Dans les repos, ils reclonent, ils retrouvent des secrets. Enfin, en fait, c'est plus, je dirais, tout ce qu'il y a autour qui crée ces portes d'entrée, ces vulnérabilités aujourd'hui. Alors du coup, vous êtes entrepreneur, vous avez été mis en avant en plusieurs programmes français dédiés à la cybersécurité, et même des podcasts. Vous avez fait une levée de fonds assez spectaculaire. Comment ça s'est passé? Enfin, tu peux nous parler un peu de la success story et de comment vous êtes passé de 2 à une pépite? Pas encore une licorne. C'est une pépite, on va dire.
C'est une bonne question. Tout est allé très vite en fait. Pour être, on a commencé. En fait, on s'est fait connaître sur le MVP. On a eu ce parcours-là où on a commencé à détecter des clés, envoyer des alertes pro bono aux développeurs qui avaient leaké des clés. Eu un gros soutien de la communauté open source en disant c'est génial, plein de tweets de soutien. Donc là, on a lancé une app pour les développeurs pour aller un peu plus loin, c'est-à-dire que avoir un peu de détection temps réel, pouvoir poser des webhooks sur les repos, scanner les repos. Donc on a créé un peu une communauté de développeurs. On avait à l'époque 40 sign-up par jour. Aujourd'hui, on est à 350, donc ça a pas mal grossi. Mais déjà à l'époque, c'était beaucoup pour un MVP de faire 40 sign-up par jour. Et donc, on a commencé là-dessus, construit un peu la communauté de développeurs, commencé à réfléchir à notre premier produit B2B, qui était en fait la proposition de valeur. C'était toujours en restant sur ce qu'on avait construit sur GitHub public, tout l'open source. C'est-à-dire, en fait, pour une grosse boîte qui a plein de développeurs et qui aussi fait de l'open source, on va essayer de monitorer tous les commits produits par ces développeurs. Essayer de détecter quand on trouve de l'information sensible et des secrets, et quand on fait ça, mettre en relation à la fois l'équipe sécu de la boîte, le développeur, montrer exactement où il y a la leak en très peu de temps. On arrive en moins de 5 minutes à trouver ce secret, à récupérer en fait le commit et trouver le secret. Et généralement, on tape sur des durées de remédiation d'un jour. Et donc, c'était une première en cyber, d'avoir une détection et une remédiation aussi rapide. C'était vraiment une proposition de valeur assez forte. Et voilà, ça nous a permis de réaliser une première levée de fonds en seed. C'était ça, c'était, je sais plus, en juillet 2018, quelque chose comme ça. Et après, tout est allé très vite. Le produit public a démarré. On a eu des gros clients, essentiellement aujourd'hui. La majeure partie de nos clients sont américains. Et étrangers même. Enfin, maintenant, on a dans d'autres pays du monde, mais c'est majoritairement des clients étrangers. Et effectivement, on a après la pression de valeur du public, beaucoup de clients nous ont dit OK, c'est trop bien ce que vous faites sur l'open source, on aimerait la même chose dans notre code privé. On a enchaîné et là, voilà, on a rencontré Balderton, le fonds qui a investi dans la série A et qui a investi en fin d'année 2019, décembre 2019. Et voilà, on continue un peu sur cette lancée. À essayer toujours d'aller plus loin dans la sécurisation du code source et d'aider effectivement à résoudre ce problème à la source. Avec cette vision à tous les niveaux, à la fois pour le développeur, pour l'équipe de développement, pour la petite équipe et pour l'équipe sécu. Comment fait un développeur français pour entrer en contact avec vous? Il passe par le site web, il fait comment le sign-up? Là, il va sur dashboard. Je crois que sur le site web, il y a un sign-up. Et j'espère. Sinon, c'est un je confirme. J'ai été voir, je confirme. Mais sinon, il y a dashboard.gitguardian.com qui est l'app développeur où c'est gratuit. Il peut sign up avec GitHub. Il installe ce qu'on appelle une GitHub app où il peut même choisir les permissions à quel repository il nous donne accès et il peut commencer à scanner ses repos pour voir si elle est secret. Voilà, ça marche comme ça. Donc, une fois que le développeur a commencé à installer le code source sur la plateforme, il voit que ça répond à son besoin, que ça lui facilite la vie. Au niveau des achats, ça se passe comment, de façon plus pragmatique? Ouais, alors effectivement, au niveau des achats, donc nous on a une stratégie plus. Nos clients, c'est comme je disais, c'est plus des grands comptes. Donc aujourd'hui, on a choisi comme stratégie pour les petites boîtes, c'est gratuit. Effectivement, donc là c'est plutôt généralement, on fait plus ce qu'on appelle un marketing de l'inbound, du contenu, et c'est généralement les gens qui viennent nous voir, pas d'inbound, donc ils disent voilà, effectivement, nous on a plein de secrets, on a besoin d'aide. Je schématise, mais grosso modo, c'est la stratégie aujourd'hui commerciale qui est très axée sur déjà se faire connaître via les développeurs. Donc ça, c'est un truc qui marche très bien. C'est qu'aujourd'hui, on a plus de 100 000 développeurs sur notre plateforme, donc ils vont généralement parler à leur équipe, ils vont en parler à leur boîte. Donc c'est ce qu'on appelle du bottom-up. C'est finalement notre produit remonte par le bas et
et pusher en interne, donc c'est cool. Donc ça nous fait effectivement pas mal de pubs et ça fait remonter l'info. Une grosse stratégie de contenu, on écrit beaucoup comment résoudre les problèmes sur la sécu en général. Et donc ça nous permet de ramener pas mal de clients en inbound. Avec les 11 millions qui ont été engrangés, comment tu as l'intention de les utiliser? C'est une très bonne question. Donc effectivement, on avait comme projet, en fait, quand on a levé, d'ouvrir un bureau aux US déjà vu que déjà on vend 80% ou 90% de nos clients sont américains, donc d'ouvrir un bureau aux US en septembre 2020. Mais le Covid est passé par là, donc on a pris un peu de retard sur ce projet-là. Donc faudrait qu'on reprenne en main ce projet-là, mais on a renforcé beaucoup donc les équipes R&D pour construire cette plateforme et essayer de pousser notre vision future de développer d'autres verticales et de s'étendre sur d'autres sources de données. Beaucoup aussi en marketing et sales. Je pense que les gros efforts aujourd'hui, c'est effectivement un peu le recrutement dans toute boîte. Je dirais qu'il a atteint notre stade, série A et j'espère très prochainement série B. C'est le recrutement, c'est de recruter les meilleurs talents, de structurer les équipes et de préparer la croissance. Ah oui, tu parles déjà de talent. Et donc tu cherches plutôt des développeurs, des marketoïdes, des... Tout. J'ai pas de préférence, on cherche tout, surtout je dirais des talents là, effectivement, pour être honnête, on est une boîte française, nous on a été la première boîte dans le monde à faire de la Secret Detection Enterprise. L'année dernière, il y a 3 ou 4 copycats américains-israéliens, parce que la cybersécurité est dominée énormément par les Israéliens. Israéliens, américains, c'est un peu même. C'est les deux qui dominent ce marché-là. Et voilà quoi, les 3-4 copycats, ils ont levé en seed ce qu'on a levé en série A. Ça va très vite aux US, ils lèvent plus d'argent, ils sont plus agressifs. Et donc sur le recrutement, tu recrutes à Paris, en province, en télétravail? Aujourd'hui, ouais, on recrute, donc on n'est pas full remote à l'américaine où on n'a plus de bureau, donc là on a toujours des bureaux, mais effectivement on est ouvert au remote, donc on recrute effectivement le marché est extrêmement tendu en ce moment, surtout en engineering et sur les développeurs. Donc ouais, on recrute un peu dans tous les domaines, développement, marketing, sales, customer success. Ok, Eric, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Pour le mot de la fin, c'est effectivement on a un projet qui est vraiment ambitieux. C'est un peu le parallèle que j'essaye de faire toujours avec le milieu, le DevSecOps, c'est l'idée de créer des produits de sécurité pour les développeurs. On est un peu pour moi ce qu'était l'application, le milieu de tout ce qui est monitoring d'applications il y a 5 ans, quoi, où Datadog commençait à faire du monitoring de serveurs, où il y avait New Relic qui faisait tout ce qui est APM, Application Performance Monitoring. Il y a Elasticsearch qui s'est lancé sur tout ce qui est logs et tout. Splunk qui était déjà assez aussi bien établi sur les logs. Donc en fait, chacun était un peu sur sa verticale. Ils ont tous énormément grossi et même réussi presque à faire, je dirais, leur IPO sur leur verticale. Bon, ils avaient déjà commencé à s'étendre. Et aujourd'hui, on a vraiment atteint une maturité de marché où finalement un Datadog il fait tout. Il va faire de l'APM, il va faire des logs, il va monitorer des serveurs. Il fait des synthétiques, même il se lance dans la sécu. C'est pareil sur Elasticsearch, c'est pareil sur Splunk. New Relic a été un peu laissé à la traîne là-dessus, mais donc grosso modo, on est arrivé à un stade de maturité où il y a 4 géants sur ce domaine qui a énormément grossi, qui est toujours en train de grossir. Je pense que c'est le futur un peu du DevSecOps. Il y aura 4-5 géants. Donc 4-5 licornes, bon là pour les Américains ils sont tous introduits en bourse, donc c'est même bien plus que des licornes, mais voilà, ce sera le monde, c'est un peu notre vision du monde de demain, c'est sur ces produits de DevSecOps, c'est vraiment notre ambition
d'en devenir un. Ce sera un combat long, ardu et difficile. Mais voilà, c'est le combat qu'on essaye de mener en partant de notre verticale et en s'étendant un peu comme les autres pour devenir un géant. Ce sera David contre Goliath, mais ce sera excitant, voilà. Bon courage et puis bonne continuation. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir reçu, c'était un plaisir. Merci Eric. Alors aujourd'hui, pas de minute fail, mais Marc-Antoine, tu as une minute réglementaire à nous proposer. Mieux que ça, la minute jurisprudence qui va faire plaisir à Eric. Une condamnation de la CNIL suite à une cyberattaque, qui n'est pas si vieille que ça, parce que les condamnations CNIL pour des cyberattaques, il n'y en a quand même pas des masses. Moi, j'en ai recensé 2 à peu près en 3 ans. 19 décembre 2018. Alors, j'ai pas le droit de vous donner le nom de la société qui a été condamnée, mais je crois que je vais déraper un peu parce que j'ai pris des notes. Je cite, vous allez voir, c'est assez court. Donc, il y a l'exposé des motifs et après les 3 points d'attention à retenir. Je cite. Des personnes extérieures à l'entreprise condamnée ont obtenu l'accès à un espace de travail privé Uber, je l'ai dit, sur GitHub, utilisé pour stocker du code pour la collaboration et le développement. Les attaquants avaient utilisé ces identifiants pour se connecter à la plateforme GitHub et avaient trouvé une clé d'accès inscrite en clair dans un fichier de code source. Je cite toujours le fichier de code source, tout ça, c'est vraiment écrit comme ça. Cette clé d'accès était relative à un compte de service permettant d'accéder à la plateforme d'hébergement des données personnelles de Uber. Voilà comment l'histoire a démarré. En fait, c'est la grosse cyberattaque qu'a subi Uber en 2016, où d'ailleurs le CTO est actuellement poursuivi et risque 8 ans de prison aux US. Parce qu'en plus, il a détourné des fonds sur un programme de bug bounty en disant j'ai besoin de $100 000 et il a été payé les rançonneurs. Magnifique. Donc lui, il a le FBI aux trousses. Et en fait, la CNIL a condamné, ils ont pris 400 000, rien qu'en France, la condamnation de la CNIL contre Uber, alors que tout s'était passé aux États-Unis, mais il y avait des données personnelles de Français qui avaient fuité. Et en fait, la CNIL a reproché 2 choses à Uber. D'abord, il n'y avait pas de processus de retrait des habilitations, c'est-à-dire que les développeurs qui étaient partis conservaient leurs credentials ouvertes, elles n'étaient pas annulées. Et surtout, donc, il y avait le vrai problème qui était je cite toujours, une clé d'accès inscrite en clair dans un fichier de code source. Et la CNIL a dit, dans ces cas-là, il constitue un effort nécessaire, quand bien même cela nécessiterait un long développement. C'est-à-dire de remédier au fait qu'il y ait des clés d'accès qui soient disponibles dans un compte de service, dans un repo GitHub. Donc on a vraiment une condamnation tout à fait officielle dont Uber d'ailleurs n'a jamais fait appel, qui date de décembre 2018. Donc je pense qu'Eric, ça y est, a retrouvé le sourire, en plus d'avoir levé beaucoup de... Non, mais je pense qu'Eric, il a déjà Uber maintenant comme client. Oui, non, mais c'est marrant parce qu'on utilise, c'est notre cas principal dans nos sales, dans nos sales collatérales et on connaît bien l'histoire. Mais pour la petite histoire, ils ont payé 200 millions aux US. C'est pour te donner un peu la balance de c'est quoi la différence de prix que tu payes quand tu fais des erreurs en France. Et effectivement, c'est le ciseau. Ouais. C'est l'histoire, c'est ce que tu dis. Ouais, il a payé les hackers qui demandaient 100 000. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, dans ces histoires, les mecs ne demandent pas beaucoup. Et effectivement, je ne sais pas si on peut lui en vouloir d'avoir payé 100 000, sachant qu'il s'est pris 200 millions d'amende après. En fait, ce qu'on lui reprochait à lui aux US, c'est d'avoir menti. Il a été chercher des fonds en disant qu'il faisait du bug bounty, il a été payé les rançonneurs. Donc à un moment, faut pas mentir aux US. Les Américains détestent ça, ouais. Bon, merci Eric. Marc-Antoine, merci également. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.